Le verre a volé en éclats à exactement 2h47 ce matin, et ce n'était pas une fenêtre brisée par le vent ou une assiette tombée d'un plan de travail, car c'était délibéré, calculé, le bruit sec de quelqu'un fracassant la baie vitrée de ma terrasse avec un pied de biche. Un outil que j'ai retrouvé plus tard gisant sur le carrelage de la cuisine comme un aveu de culpabilité. Je me suis redressé dans mon lit et j'ai écouté, percevant deux voix, l'une appartenant à ma fille et l'autre à son mari. Ils chuchotaient mais dans le silence d'une maison endormie, les murmures résonnent comme le tonnerre. Prends juste les dossiers dans son bureau, disait ma fille. Nous n'avons besoin que des originaux mais je n'ai pas bougé, je n'ai pas appelé, je suis resté assis là dans le noir, à 71 ans, écoutant mon propre enfant s'introduire chez moi pour me voler. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que je n'étais pas surpris car j'attendais ce moment. Je m'appelle Marc Lefebvre, j'ai grandi dans une cité minière du Pas-de-Calais, le genre d'endroit où soit on descendait à la mine, soit on partait, et moi, je suis parti. J'avais 16 ans quand j'ai fait du stop jusqu'à Lyon avec 60 € en poche et un sac de sport rempli de vêtements trop grands. J'ai dormi sur le parking d'une église les 3 premières nuits jusqu'à ce que le curé me trouve et me laisse loger au sous-sol en échange de travaux d'entretien. J'ai lavé les sols, récuré les toilettes, réparé des tuyaux qui fuyaient, apprenant ainsi qu'aucun métier n'est dégradant s'il vous permet de rester en vie. À 20 ans, je travaillais dans le bâtiment, à 25 ans, j'avais mon diplôme d'artisan, et à 30 ans, j'ai fondé Lefebvre Construction avec une pelleteuse d'occasion et une ligne de crédit qui a fait rire le directeur de la banque quand j'ai signé. Mais il ne riait plus 10 ans plus tard quand j'ai tout remboursé par anticipation et ouvert mon deuxième bureau. J'ai construit des zones commerciales, des cliniques médicales, des résidences seniors, des lycées, j'ai bâti la moitié de l'immobilier professionnel de 3 départements, non pas parce que j'étais plus intelligent que les autres, mais parce que j'étais présent chaque jour sans jamais prendre de raccourcis, jamais, car ma réputation était ma fondation, plus solide que n'importe quel béton que j'ai jamais coulé. J'ai épousé Hélène quand j'avais 26 ans, elle était institutrice en maternelle avec un rire qui pouvait remplir une pièce et une tête de mule qui égalait la mienne. Nous avons eu 2 enfants, Chloé, l'aîné, et mon fils, Julien. Nous les avons élevés dans une belle maison, peut-être trop belle, je leur ai donné ce que je n'avais jamais eu, des écoles privées, des colonies de vacances, des voitures pour leurs 18 ans, des études supérieures payées intégralement. Je pensais bâtir leur avenir mais il s'est avéré que je ne faisais que nourrir leurs exigences. Hélène est partie il y a 4 ans, un cancer du pancréas, 8 semaines entre le diagnostic et les funérailles, elle est partie si vite que j'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui arrivait avant de me retrouver dans un cimetière à regarder descendre en terre la seule femme que j'ai jamais aimée. Après son décès, la maison est devenue silencieuse, trop silencieuse, j'ai continué à faire tourner l'entreprise parce que c'était tout ce que je savais faire, mais la joie s'était envolée et je n'agissais plus que par automatisme. Julien, mon fils, a toujours été le plus posé, il travaille dans une banque en centre-ville, mène une vie modeste avec une femme formidable et 2 enfants, il ne m'a jamais rien demandé, ne s'est jamais attendu à rien. Il passait les samedis pour tondre la pelouse ou s'asseoir avec moi sur la terrasse pour boire un café sans trop parler, car nous n'avions pas besoin de mots pour nous comprendre. Chloé était différente, Chloé avait faim, pas la faim que j'avais à 16 ans qui vous pousse au travail, mais cette faim qu'ont les gens qui pensent que le monde leur doit quelque chose. Elle a épousé un homme nommé Vincent Morel qui se disait conseiller financier mais qui était en réalité un homme capable de faire danser les chiffres pour que vous ne remarquiez pas que votre portefeuille s'allégeait. Il avait une poignée de main ferme, des costumes sur mesure et ce genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux. Hélène ne lui a jamais fait confiance, elle m'a dit un jour, « Marc, cet homme regarde notre famille comme un promoteur regarde un terrain à démolir, j'aurais dû l'écouter. » Pendant des années, tout semblait normal en surface, Chloé et Vincent venaient pour les repas de famille, ils emmenaient leur fille, ma petite fille Léa, qui a maintenant 12 ans et qui est la prunelle de mes yeux, nous jouions les rôles d'une famille heureuse, mais après la mort d'Hélène, les fissures ont commencé à apparaître. Cela a débuté par des petites choses, Chloé me demandant combien valait l'entreprise désormais, Vincent proposant de réviser mon portefeuille boursier par pure gentillesse, ou Chloé mentionnant que je devrais réfléchir à ce qu'il adviendra de la boîte quand je ralentirai. Comme si avoir 70 ans était une condamnation à mort ou comme si 45 ans de labeur ne comptaient plus parce que mes cheveux étaient devenus gris. Puis les questions sont devenues plus incisives, avais-je un plan de succession, avais-je mis mon testament à jour depuis le décès de maman, savais-je que la plupart des entreprises familiales échouent à la 2e génération parce que le fondateur refuse de lâcher prise. Cette dernière remarque venant de Vincent lors d'un déjeuner dominical, l'air de rien, entre le fromage et le dessert. J'ai balayé ça d'un revers de main, me disant qu'ils étaient juste inquiets ou prévoyants, mais j'avais tort,
et la vérité m'a frappé comme un boulet de démolition il y a 6 mois quand je me suis rendu à mon bureau un samedi pour rattraper de la paperasse. Je n'étais pas censé être là, personne ne l'était, mais en arrivant sur le parking, j'ai vu la Mercedes de Vincent garée près de l'entrée de service, ce qui était étrange car il n'avait rien à faire dans mon entreprise. Je suis entré discrètement par la porte latérale. Le bâtiment était plongé dans l'obscurité sauf une lumière provenant de la salle de conférence au premier étage. Je suis monté lentement, mes genoux grinçant à chaque marche, et j'ai entendu des voix. Chloé était là, Vincent aussi, ainsi qu'une troisième voix de femme que je ne connaissais pas, parlant avec le ton assuré d'une professionnelle. La clé est d'établir un schéma de déclin cognitif, disait la femme, rendez-vous manqué, questions répétitives, confusion sur les finances. Une fois que nous aurons 3 ou 4 incidents documentés, nous demanderons une mise sous tutelle, le tribunal nommera un tuteur. Généralement un membre de la famille, et le contrôle de tous les actifs sera transféré immédiatement. Vincent a alors demandé combien de temps cela prendrait et la femme a répondu que si les rapports médicaux étaient solides, cela prendrait entre 60 et 90 jours. Et il ne pourra pas se défendre, a demandé Chloé, ma propre fille, mon premier-né que je portais autrefois sur mes épaules lors des fêtes foraines, et la femme a expliqué qu'une fois la requête déposée, un tuteur provisoire serait nommé, gelant ses accès à ses propres comptes, l'empêchant de vendre des biens ou de changer son testament, faisant de lui, juridiquement, un enfant. Vincent a savouré l'expression « un enfant juridique » avant de parler de la vente de l'entreprise à un groupe national qui rachetait des entrepreneurs régionaux pour une fortune. Je suis resté dans ce couloir sombre, mon cœur battant si fort que je craignais qu'il ne l'entende, mes mains tremblaient non pas de peur mais d'une rage profonde, une rage qui semblait venir de mes racines minières. De chaque sol que j'avais lavé et de chaque nuit blanche passée à bâtir quelque chose de réel. Il voulait me déclarer incompétent, m'enfermer dans une boîte et vendre mon héritage au plus offrant. Ma propre fille souhaitait me dépouiller. Je suis sorti du bâtiment sans un bruit, je suis resté assis dans ma camionnette sur le parking pendant 20 minutes à fixer le volant. Puis je suis rentré chez moi, je me suis servi un verre de cognac et j'ai commencé à planifier ma riposte. Le premier appel a été pour mon avocat, Maître Bertrand, un vieux briscard de 73 ans qui en avait vu d'autres. Je lui ai tout raconté et il m'a dit, « Marc, comprends bien que ce n'est pas un différend familial, c'est une tentative de prise de contrôle hostile utilisant la loi comme une arme. Si nous ne bougeons pas vite, ils vont t'enterrer. » Il m'a conseillé de me faire évaluer immédiatement par 3 neurologues indépendants sans aucun lien avec la famille pour obtenir des preuves irréfutables que j'étais parfaitement lucide, ce que j'ai fait la semaine suivante, subissant des heures de tests de mémoire, de raisonnement et de fonctions exécutives qui ont tous conclu que mon acuité mentale était celle d'un homme bien plus jeune. J'ai gardé ces rapports dans un coffre-fort secret, puis j'ai contacté un vieil ami, François, un ancien plombier devenu un riche promoteur immobilier et qui était d'une loyauté absolue. Il m'a conseillé d'avoir des témoins de mon côté et de surveiller mon entreprise car Vincent y avait déjà pénétré. François a fait appel à une experte comptable spécialisée dans la fraude, Patricia, qui avait travaillé pour la brigade financière. Je lui ai donné accès à tout et ce qu'elle a découvert m'a donné la nausée. Chloé et Vincent me siphonnaient depuis 3 ans. Non pas via l'entreprise de construction car ils étaient trop malins pour ça, mais via mes comptes d'investissement personnels. Vincent, en tant que conseiller, effectuait des transactions et déplaçait de l'argent vers une société écran au nom de son frère sous forme de commissions et de frais de gestion bidons, d'abord par petites sommes puis de plus en plus, totalisant près de 780 000 € volés. De l'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front pendant qu'il me serrait la main chaque dimanche en m'appelant beau papa. Pire encore, Patricia a trouvé des emails prouvant qu'il négociait déjà la vente de Lefebvre Construction pour 14 millions €. Le plan était simple, obtenir la tutelle, vendre, empocher le pactole et me laisser dans un établissement spécialisé à regarder la télévision. Quand j'ai lu ces emails, je me suis assis dans mon bureau et j'ai pleuré pour la première fois depuis l'enterrement d'Hélène, à cause de la trahison, car ma fille m'avait tenu la main à Noël en me disant qu'elle m'aimait alors que son mari vendait ma vie, mais pendant 2 mois, je n'ai rien dit. J'ai continué les dîners, j'ai souri, j'ai joué le rôle du vieil homme confiant tout en restructurant mon testament avec Maître Bertrand. J'ai déchiré l'ancien pour en faire un nouveau, impitoyable, stipulant que tout membre de la famille contestant ma compétence serait automatiquement déshérité, et j'ai placé l'entreprise dans une fiducie irrévocable gérée par cet administrateur trié sur le volet, dont François et Julien, rendant toute vente impossible sans un accord unanime. J'ai changé tous mes mots de passe, révoqué les accès de Vincent sans le prévenir et installé un nouveau système de sécurité avec caméra chez moi, sachant que lorsque la fondation s'écroulerait, ils attaqueraient, et j'ai choisi le soir de la confrontation lors d'un dîner le mercredi, prétextant vouloir discuter de ma retraite.
Chloé est arrivée radieuse, Vincent avait apporté une bouteille de vin onéreuse, j'avais cuisiné le rôti d'agneau préféré d'Hélène et après le dessert, j'ai posé ma tasse de café pour leur dire « Je sais ce que vous faites », 4 mots qui ont glacé l'ambiance. J'ai sorti le dossier contenant les relevés bancaires, les rapports de Patricia, les emails de Vincent et même les détails sur la psychologue qu'ils avaient contactée, une femme qui avait perdu sa licence dans une autre région pour faux rapports médicaux. Chloé est devenue livide. Bégayant qu'elle pouvait expliquer, mais je lui ai dit que j'étais là ce samedi-là, que j'avais tout entendu. Vincent a perdu son sourire, sa mâchoire s'est contractée et j'ai ajouté que s'il tentait quoi que ce soit, les documents iraient directement au procureur, que j'avais déjà sécurisé mes avoirs et qu'il n'avait plus aucun accès à rien. Et que s'il s'approchait encore de ma maison ou de mon entreprise, je porterais plainte pour détournement de fonds et escroquerie. Vincent s'est levé brutalement en criant que nous étions une famille, ce à quoi j'ai répondu qu'ils avaient cessé d'être ma famille le jour où ils m'avaient pris pour une cible. Chloé pleurait, mais ce n'était pas des larmes de regret, c'était la panique de celui qui perd pied. Je leur ai ordonné de sortir. Ils sont partis, Vincent claquant la porte si fort que le cadre a craqué, et le silence est revenu, mais 2 semaines plus tard, à 2h47 du matin, ils sont revenus par la terrasse avec un pied de biche. Ignorant que François dormait dans ma chambre d'amis sur les conseils de mon avocat qui craignait une réaction désespérée d'animaux acculés. François, ancien militaire, était déjà debout quand le verre a cassé, il m'a dit de rester en haut et qu'il avait appelé la police. Nous avons écouté Chloé fouiller mon bureau au rez-de-chaussée. Cherchant désespérément les dossiers tandis que Vincent pestait contre le coffre-fort qu'il n'arrivait pas à ouvrir, j'ai alors allumé la lumière du couloir et suis descendu, François derrière moi filmant tout avec son téléphone. Chloé s'est figée avec mes dossiers personnels dans les mains, Vincent tenait encore son pied de biche, François lui a suggéré de le poser calmement avant d'ajouter des charges d'agression à celles de violation de domicile, les sirènes ont retenti peu après. Les gyrophares rouges et bleus éclairant les murs à travers la vitre brisée. Les policiers les ont arrêtés sur le champ, j'ai regardé ma fille monter à l'arrière d'une voiture de patrouille alors qu'elle me suppliait de dire que c'était un malentendu, mais ce n'en était pas un, c'était l'aboutissement logique de 3 ans de cupidité, je n'ai pas dormi le reste de la nuit. Fixant une photo d'Hélène et moi le jour de notre mariage. Les jours suivants ont été rudes, l'affaire s'est ébruitée dans la presse locale, tout le monde avait un avis sur le drame des Lefebvre. Julien est venu me voir et m'a dit avec ses yeux si semblables à ceux de sa mère qu'il comprenait ma décision, car même si Chloé était sa sœur, elle devait assumer ses actes. Le processus judiciaire a suivi son cours, Vincent a tout essayé, m'accusant même d'avoir provoqué l'effraction, mais les preuves étaient accablantes et les rapports neurologiques sans appel. Il a finalement été condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude et tentative d'escroquerie à la tutelle, il n'avait plus l'air d'un homme puissant dans son costume, juste un petit voleur. Chloé a demandé le divorce la même semaine, a déménagé dans un petit appartement et a trouvé un emploi de secrétaire médicale, son premier vrai travail depuis 15 ans, elle ne m'a pas demandé d'argent et 2 mois plus tard, elle a demandé à me voir, elle est venue un dimanche après-midi. Elle paraissait plus vieille, plus simple, sans ses vêtements de marque. Elle s'est assise sur la terrasse et m'a dit sans chercher d'excuses qu'elle avait agi par peur de perdre sa sécurité financière après la mort de maman et que Vincent avait exploité cette faille, elle s'est excusée avec de vraies larmes cette fois-ci. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Pensant à Hélène qui croyait toujours en la rédemption des gens. Je lui ai dit que j'étais un vieil homme qui construisait avec du béton parce que c'était prévisible, contrairement aux humains, mais que la porte n'était pas totalement fermée, surtout pour Léa qui me manquait énormément, nous avons recommencé à nous voir, lentement, prudemment. Comme on reconstruit après une tempête en vérifiant d'abord la solidité des fondations. Julien et sa famille viennent souvent, nous faisons des barbecues, la vie semble presque normale malgré les cicatrices, et j'ai même construit un nichoir avec Léa un samedi matin, lui montrant comment mesurer 2 fois et couper une seule fois, elle a la même détermination que sa grand-mère. Aujourd'hui, je suis dans mon bureau, l'entreprise est stable, Julien commence à s'impliquer sérieusement dans les réunions du conseil d'administration et Chloé et moi déjeunons ensemble une fois par mois, nous ne parlons pas du passé mais de petites choses sûres. Parfois, le soir, je parle à Hélène, je lui raconte que j'ai fait de mon mieux pour protéger ce que nous avions bâti et j'ai l'impression de l'entendre me répondre que c'est tout ce qu'on peut faire. Je voudrais dire une chose à ceux qui m'écoutent, si vous êtes vieux et que l'on vous dit que votre temps est passé, ne les croyez pas, votre âge n'est pas une faiblesse mais la preuve que vous avez survécu. Chaque cheveu gris est une preuve de votre résilience, personne n'a le droit de vous retirer votre dignité, ni vos enfants, ni les avocats, car elle vous appartient. Je m'appelle Marc Lefebvre, j'ai 71 ans, j'ai construit ma vie de mes mains, je l'ai défendue de mes mains, et je suis toujours là. Debout et fier,
Et c'est bien tout ce qui compte.